Je suis Lucie Aubrac, née Lucie Bernard. Mais comme tous mes compagnons, j'ai un nom d'emprunt pour éviter les représailles. J'étais professeur d'histoire dans un lycée à Strasbourg avant ma révocation pour mes convictions gaullistes. Je me suis premièrement engagée dans la résistance pour pouvoir faire évader mon mari, Raymond, lui-même résistant. Après cette première évasion, nous avons regagné la zone non encore occupée, où j'ai rencontré le journaliste Emmanuel Dastier de la Vigerie, qui organisait un petit groupe clandestin, anti-nazi et anti-vichiste, la dernière colonne. C'est aussi lui qui a fait paraître le journal clandestin Libération, l'un des premiers mouvements de résistance, qui est le plus important en zone sud après le mouvement Combat de Henri Freinet. À partir de novembre 1942, j'ai dirigé à Lyon un corps franc qui organisait des évasions. Notre tactique de combat était celle du harcèlement. Ce qui m'a permis de refaire libérer mon mari en mai 1943, en faisant pression sur le procureur de la République. Le 21 juin 1943, Raymond et le grand Jean Moulin ont été arrêtés par Klaus Barbie, le boucher de Lyon, à Caluire. 4 mois plus tard, alors que j'étais enceinte, j'ai réussi à faire évader 14 résistants, dont mon mari, des griffes de ce bourreau. Avec mes compagnons, nous avons attaqué le camion allemand dans lequel il se trouvait. Nous avons tué 6 soldats allemands. Peu après, comme nous étions recherchés par la Gestapo, nous sommes difficilement arrivés à Londres en hiver 1944 avec notre fils Jean-Pierre. À Londres, j'interviens à la radio afin de participer à la propagande en direction de la France pour motiver les femmes au combat. Cette période de ma vie était déjà bien remplie. Et je me suis toujours demandé pourquoi le plus grand compliment qu'un homme puisse faire à une femme, c'est de lui dire « Vous écrivez, vous travaillez, vous agissez comme un homme ». Moi, je me sens très bien dans la peau d'une femme, vous savez. Ce que j'ai fait, c'est un boulot de femme, et de femme enceinte en plus. Nous sommes en 1937. Je suis Marie-Madeleine Fourcade et je travaille en tant que secrétaire générale d'un groupe de publications anticommunistes et anti-allemandes, dirigé par le commandant Georges Loustonneau-Lacau. Je mène une petite vie paisible. En 1940, la France déclare avoir perdu la guerre. Au moment où j'apprends cela, je ne peux accepter cette défaite. Il faut que je réagisse. En novembre 1940, le commandant Loustonneau-Lacau et moi fondons en zone occupée un réseau clandestin de renseignement militaire que nous avons appelé Alliance. C'est ainsi que tout cela a commencé. C'est ainsi que je me suis engagée dans la résistance. En mai 1941, Georges est malheureusement arrêté à Alger. Nous avons perdu notre chef. Il nous en faut un autre, et très vite. Moi, je ne pensais pas à cette place. Mais mes camarades m'ont poussé à succéder au commandant. Je me retrouve donc chef d'un réseau comptant plus de 1000 agents. À cet instant, je pense que je n'ai jamais été aussi anxieuse. Je dois diriger seul un réseau étendu sur toute la France. Je pense aussi que je n'ai jamais été aussi fière, car mes compagnons ont choisi, moi, une femme, pour effectuer cette tâche. Nous sommes en 1942 et je dois organiser le départ clandestin en sous-marin du général Henri Giraud. Celui-ci ayant pour mission d'accueillir le débarquement allié à Alger. Peu après le départ du général, quelques camarades et moi sommes arrêtés à Marseille. Nous nous sommes évadés pendant un transfert vers Castres, grâce à la complicité de policiers étant liés à Alliance. Nous sommes maintenant en septembre 1943. De nombreux résistants se sont fait arrêter. Pour ma sécurité, les Britanniques me retiennent à Londres. Je dois changer de nom, de visage. Je ne dois plus être reconnu. C'est seulement de longs mois plus tard que j'obtiens l'autorisation de retourner en France. La guerre est maintenant terminée. Et pourtant, je n'en ai pas fini avec Alliance. Pendant plus de 20 ans, je veille sur les survivants et les familles des défunts. J'aimerais raconter. Il faudrait raconter toutes les histoires de chacun de ces enfants, leur chemin ou leur destin détruit par la barbarie nazie. Je m'appelle Léa Feldblum et je suis une résistante qui, avec ses collègues, a fondé une colonie de paix, un lieu d'hébergement dédié à des enfants pourchassés pour ce qu'ils sont, des juifs. Ce fut un honneur pour moi de contribuer à cet engagement. Cet engagement porte le nom de la colonie d'Isieux. Dès 1943, Sabine et Miron Zlatine installent une quinzaine d'enfants à Isieux, dans l'Ain. La plupart des enfants
sont temporairement à l'abri des poursuites antisémites avant de les mettre en famille d'accueil ou de les faire passer vers la Suisse en zone libre. Nous avons accueilli plus de 106 enfants d'origines diverses. Allemandes, polonaises, autrichiennes, belges ou encore françaises de métropole ou d'Algérie. Nous avons tous une double identité. Le but de cette maison d'enfants est d'être un refuge tout en gardant une atmosphère familiale et de vie quotidienne. Avec les enfants, nous parlons beaucoup d'avenir, de s'en sortir, se marier, créer des familles. Nous avons tous de l'espoir, même si nous savons pertinemment que revoir nos familles est presque impossible. Je suis éducatrice, et tous les matins je fais la classe aux enfants. Les enfants savent qu'on tue en Pologne, mais personne ne se rend vraiment compte des camps de la mort et des atrocités commises là-bas. L'après-midi, des jeux sont organisés. Durant ces années, beaucoup de photos ont été prises, des photos maintenant essentielles, en guise de souvenirs et de témoignages. Tout prend fin le 6 avril 1944. Des hommes de la Gestapo viennent nous arrêter ce matin-là, par ordre du lieutenant Klaus Barbie. Lors de cette rafle, nous sommes tous arrêtés, puis déportés avec les 44 enfants, ainsi que mes 6 collègues encadrants d'Isieux. J'ai préféré dévoiler ma vraie identité pour rester avec les enfants. À Auschwitz, les monstres me font endurer des expériences médicales qui sont encore apparentes sur mon corps. Finalement, je sors de Auschwitz vivante, prête à nous venger de Klaus Barbie lors de son procès en 1987. Septembre 1939. La France entre en guerre contre l'Allemagne nazie. Les hommes sont mobilisés comme soldats envoyés au front. Les femmes, elles, restent à l'arrière. Au sein des réseaux de résistance, les effectifs sont peu nombreux. Les femmes sont donc acceptées. Malgré leur engagement, elles restent à des postes plus traditionnels, comme héberger et nourrir des soldats aviateurs alliés, et transporter des tracts, car elles éveillaient moins les soupçons que les hommes, plus reconnaissables. Les hommes, eux, sont à des postes plus héroïques, plus militaires, comme le sabotage ou le maquis. Mais quelques exceptions, comme Marie-Madeleine Fourcade, montrent qu'elles peuvent occuper des postes importants. Mais si nous regardons l'ensemble de ce conflit mondial, elles ont joué un rôle majeur aux côtés des hommes et des civils. S'engager dans la résistance, c'est passer dans la clandestinité, être susceptible d'être arrêté, torturé, assassiné ou déporté. Même sous la torture, elles résistaient et essayaient de ne pas trahir leurs frères. La vie des autres avant la leur. Des milliers de femmes seront déportées et payeront de leur vie cet engagement. Nombreuses sont les résistantes qui se marient et qui ont des enfants en pleine clandestinité, sans interrompre pour autant leur combat. Malgré leur engagement, peu de femmes reçurent de décoration. C'est pour cela qu'il ne faut pas les oublier et honorer leur mémoire. Grâce à leur engagement, De Gaulle accorde enfin le droit de vote aux femmes en 1944. Il le conçoit d'abord comme une récompense au nom de l'égalité devant le sacrifice, le courage et la mort. Jamais les femmes ne cesseront de militer pour la paix. Le verbe résister doit toujours se conjuguer au présent.